Bienvenue à Nuit criminelle, là où les cœurs tranquilles cachent comme des fantômes agités. Ce soir, nous suivons Miss Marple dans La Veuve qui portait le cercueil vide, un enterrement sans corps et une vérité qu'aucune tombe ne pourrait contenir. D'où venez-vous dans le monde? Maintenant, versez-vous quelque chose de chaud et laissez le mystère commencer. C'était une belle matinée de mai à St. Mary Mead, de ces matins où les roses s'épanouissent et attiraient même les villageois les plus sédentaires vers le chemin du cimetière. Une vente de charité se tenait sur la pelouse du presbytère, avec guirlandes, tables à tréteaux remplies de livres d'occasion et stands de confitures et de tricots. L'air embaumait le lilas, les scones chauds et la légère odeur de vernis provenant de la cloche en laiton fraîchement nettoyée pour l'occasion. L'objet de la curiosité des villageois, cependant, n'était ni l'étal de fruits et légumes, ni la tombola, mais Madame Emmeline Carter, la nouvelle venue, récemment veuve, qui avait tenu à contribuer à l'événement à sa manière. Arrivée à St. Mary Mead, il y a à peine 6 mois, installée dans la maison recouverte de lierre, en bordure du jardin, elle s'était déjà forgé une réputation d'excentricité. Aujourd'hui, elle s'était surpassée en offrant, entre autres, un cercueil. Ce n'était pas non plus un cercueil ordinaire, même si, en matière de cercueil, la variété est limitée. Celui-ci était vide, poli jusqu'à lui donner un éclat sombre, et posé contre le côté de sa stalle comme un ornement grotesque. Elle y avait épinglé une carte de sa main, soignée et ciselée, à des fins d'affichage uniquement. L'effet était troublant. Les enfants écarquillèrent les yeux, les dames plus âgées pincèrent les lèvres en signe de désapprobation scandalisée. Certains murmurèrent que ce n'était pas vraiment dans l'air du temps. D'autres murmurèrent que c'était typique du désir de Madame Carter d'être remarquée. Pressée de questions, elle s'était contentée de sourire et de faire remarquer que chaque foyer devait se préparer avant de disposer ses bouteilles de sirop de sureau à côté de cet objet macabre. Miss Marple, assise à l'ombre avec son tricot, observait l'ensemble avec un intérêt modéré. Elle n'était jamais prompte à condamner les bizarreries. L'expérience lui avait appris que des gestes excentriques masquaient souvent quelque chose de plus délibéré. Elle remarqua que la serrure du cercueil brillait comme fraîchement huilée et que le regard de Madame Carter scrutait la scène avec un rythme nerveux, cherchant non pas la réaction de la foule, mais quelque chose ou quelqu'un. L'événement aurait pu se résumer à un après-midi de léger scandale, si le calme n'avait été rompu par une soudaine agitation près de la buvette. Un cri retentit, suffisamment aigu pour interrompre les bavardages. Les villageois traversèrent précipitamment la pelouse et la nouvelle se répandit bientôt. Monsieur Harold Sims, le marguillier, s'était effondré près de l'urne de thé, le visage blême et le regard fixe. Lorsque le médecin arriva de la buvette voisine, Harold Sims était mort. Ce qui attirait tous les regards, cependant, ce n'était pas son corps, mais le curieux détail posé à côté de lui, une tasse de thé en porcelaine, brisée sur l'herbe, le bord taché d'une substance plus sombre que du thé. Quelqu'un murmura poison, d'une voix tremblante d'effroi et de fascination. Miss Marple, ses aiguilles arrêtées en plein milieu de son déclic, regarda par-dessus la pelouse le cercueil vide de Madame Carter. La veuve se tenait immobile, ses bouteilles de liqueur tremblant dans ses mains, l'expression indéchiffrable. Autour d'elle, les ragots commençaient déjà à bourdonner comme des abeilles libérées d'une ruche secouée. Le cri d'alarme résonnait encore sous les banderoles, tandis que le docteur Leonard Haycroft se redressait après avoir examiné Harold Sims, ses lunettes glissant sur son nez, l'air grave. « J'ai bien peur qu'il soit parti », annonça-t-il doucement, même si, dans un tel rassemblement, les murmures portaient plus vite que les cris. Aussitôt, la pelouse du presbytère fut envahie par les spéculations. Madame Price Ridley fut la première à murmurer ce que tout le monde pensait. Ce devait être son cœur. Il avait toujours l'air du genre à s'effondrer sans prévenir.
Son ton était vif, presque approbateur, comme si la rapidité de la mort lui conférait une certaine décence. Mais d'autres, le regard perdu dans la tasse brisée, étaient au moins disposés à accepter un tel réconfort. Madame Bantry, serrant toujours ses billets de tombola, se pencha vers sa voisine. « Du poison, je ne m'en étonnerais pas. C'est le genre de choses qu'on lit dans les journaux. » Et ne se disputait-il pas toujours au sujet des comptes de l'Église? Elle le dit d'une voix chuchotée qui porte 3 mètres. Miss Marple était assise, son tricot sur les genoux, ses yeux bleus d'un flou trompeur. Elle avait déjà remarqué l'hésitation du médecin, sa pose au-dessus de la tasse, la légère crispation de ses lèvres avant qu'il ne parle de crise cardiaque. Elle savait que les médecins de village choisissent moins souvent la discrétion jusqu'à ce que la certitude les force à agir. La veuve Carter n'avait pas bougé de son étal. Ses bouteilles de liqueur brillaient au soleil, mais son visage avait perdu son calme radieux. Elle gardait une main gantée appuyée contre le cercueil poli, comme si elle cherchait du réconfort auprès du bois massif. Plus d'un villageois la regarda avec inquiétude, se souvenant de sa remarque selon laquelle chaque foyer devait être prêt. Prêt, en effet, quoi de plus troublant qu'un cercueil et un cadavre apparaissant le même après-midi? L'inspecteur Crail, appelé en toute hâte de la ville la plus proche, arriva dans l'heure. C'était un homme trapu et pragmatique. Il interrogea la foule avec brusquerie, prit les dépositions et fit emballer la tasse de thé dans du papier. Pourtant, son attention sembla se porter assez rapidement sur Madame Carter. Une exhibition morbide, déclarative avec un reniflement, et de mauvais goût. « Je voudrais savoir pourquoi vous l'avez apporté ici. » Les lèvres de Madame Carter se pincèrent, mais elle dit simplement « C'était pour être exposé, inspecteur. Rien de plus. » Son regard se porta sur le corps d'Harold Sims, puis se détourna, son sang-froid tremblant. Autour d'eux, les bavardages s'envenimèrent. Chacun avait une opinion sur Harold Sims, la plupart peu flatteuses, maintenant qu'il n'était plus là pour les contredire. C'était un homme précis dans ses chiffres, rigoureux dans ses comptes et inflexible dans ses jugements. La semaine précédente, il s'était disputé avec Madame Price Ridley au sujet du coût du remplacement des prières Dieu de l'Église. Il avait menacé de demander des comptes au vicaire lui-même, au sujet du fonds de la chorale. Il avait même, selon certains, fait allusion à des irrégularités dans les cotisations de la Guilde des Dames. La liste des rancunes potentielles était aussi longue que la file d'attente pour le thé. Miss Marple réfléchissait doucement, observant les petites vagues de rumeurs se propager. C'était comme un étang troublé par une pierre, chaque vague s'élargissant jusqu'aux roseaux les plus éloignés. La vérité, elle le savait, circulait souvent dans ces vagues déguisées en simple bavardage, mais révélant ce qui était souligné et ce qui restait non dit. Le docteur Haycroft, à nouveau pressé, parla avec la voix prudente de celui qui pèse ses mots. Il semblerait que ce ne soit pas une cause naturelle. Je ne m'engagerai pas avant qu'un examen approfondi n'ait été effectué. Mais je vous conseille, inspecteur, de tester la coupe. Cette déclaration provoqua un nouveau tollé dans l'assemblée. Quelqu'un murmura que Harold semblait en parfaite santé quelques instants plus tôt, tandis qu'un autre insista sur le fait qu'il avait été instable toute la matinée. Les théories germèrent comme des champignons après la pluie. Mademoiselle Hartnell, toujours aussi douée pour la prononciation, dit d'une voix forte « Eh bien, si c'était du poison, il a dû en infiltrer son thé. » Et tout le monde avait vu Madame Carter rôder autour de l'urne, tout à l'heure. Ne me dites pas le contraire. La veuve se retourna brusquement, les yeux brillants. Je proposais un cordial, Mademoiselle Hartnell, pas du thé. Veuillez vous abstenir de toute calomnie. Un court silence s'ensuivit, glacial et inconfortable. Miss Marple, dont les aiguilles claquaient à nouveau doucement, songea qu'il était curieux que Madame Carter, accusée si brutalement, n'ait pas nié sa présence près de l'urne,
mais ait simplement détourné l'attention vers son cordial. On apprend beaucoup, songea T.L., de ce que les gens choisissent de défendre. Tandis que la foule se dispersait sous la direction de l'inspecteur, des groupes de villageois continuaient de chuchoter près des haies et des portes. Le cercueil symbolique apparaissait plus sombre, non plus excentrique, mais menaçant. Les enfants qui l'avaient auparavant regardé avec fascination s'accrochaient maintenant nerveusement aux jupes de leur mère. Miss Marple se leva lentement, ramassant son sac à tricot. Elle aperçut un léger regard entre Madame Bantry et son mari, empressé, mi-effrayé, comme s'ils savouraient le drame tout en redoutant le scandale. Elle vit Madame Price Ridley pincer les lèvres, l'air de savoir précisément à qui incombait la faute. Elle remarqua aussi que le docteur Highcroft s'attarda plus que nécessaire près de la tasse brisée, la fixant comme pour l'obliger à avouer. La nature humaine, songea Miss Marple en rentrant chez elle, était rarement simple. Un cercueil vide pouvait n'être que cela, ou être un symbole porté ici avec intention. Harold Sims avait de nombreux ennemis, la question n'était pas de savoir si quelqu'un lui voulait du mal, mais lequel d'entre eux avait agi et comment. En passant devant le portail de l'église, elle entendit au loin le cliquetis d'une serrure contournée, sec et précis. Il semblait faire écho à la lueur qu'elle avait remarquée plus tôt sur le fermoir poli du cercueil. Miss Marple marque une pause, les sourcils légèrement froncés, avant de poursuivre son chemin. Les ragots s'amplifieraient le soir venu, elle le savait. Mais au milieu de tout cela, elle avait déjà observé 3 silences étranges, et c'était souvent dans le silence, plutôt que dans les mots, que la vérité préférait se cacher. C'est dans le silence, plutôt que dans les mots, que la vérité aime se cacher. La pensée de Miss Marple persista dans son esprit tandis qu'elle atteignait son portail. Mais le silence ne dura pas. Le soir venu, un cortège ininterrompu de villageois s'était déjà arrêté à sa chaumière, ou plutôt s'y était approché sous couvert d'attentions amicales, chacun avec son propre récit des événements de la journée. Madame Bantry fut la première, palpitant d'horreur et de délectation. Quelle horreur, Jane! En plein milieu de la vente de charité, que diront les gens? Et Emmeline Carter, debout là avec son horrible cercueil. Franchement, on peut se demander si elle espérait attirer l'attention. Mais entre nous, Harold Sims n'était pas universellement admiré. Il avait cette fâcheuse façon de suggérer une inconvenance là où il n'y en avait pas. Je ne serais pas surpris que la moitié du village ait des raisons de l'empoisonner. Miss Marple murmura son accord avec douceur, bien que ses yeux restent fixés sur l'aiguille qu'elle avait plantée dans son ouvrage. Il lui semblait évident que Dolly Bantry, malgré ses bavardages, était plus perturbée que amusée. Elle parlait trop vite, ses mains tremblant dans ses gants. La peur se cachait derrière ses ragots. Moins d'1 heure plus tard, Madame Price Ridley arriva et annonça sans détour que Madame Carter était clairement coupable. Imaginez, insista-t-elle, apporter un cercueil à un bazar de jardin. Si cela ne prouve pas un état d'esprit morbide, qu'est-ce qui le fera? Et cette femme est trop sûre d'elle, Jane, beaucoup trop calme. Croyez-moi, elle cache quelque chose d'effroyable. Miss Marple offrit du thé, écouta et rangea ses certitudes avec le reste. D'après son expérience, les opinions tranchées en disaient plus sur celui qui parlait que sur l'accusé. Le lendemain matin, l'inspecteur Krell s'était installé au presbytère et interrogeait les principaux témoins. Ses questions étaient directes, son ouïe moins fine. Miss Marple, ayant apporté un panier de confitures pour la guilde des dames, se trouva doucement introduite dans le bureau par la femme du vicaire. Elle tricotait tranquillement pendant que l'inspecteur faisait les 100 pas. Le docteur Highcroft était présent, le visage pâle, les mains crispées sur sa chaîne de montre. « J'ai examiné le corps », répéta-t-il, et bien qu'une odeur âcre se dégageait de la tasse.
Je ne pouvais tirer aucune conclusion formelle avant le rapport du laboratoire. Mais un empoisonnement est certainement possible. Crail grogna. Possible? Oui. Probable même. Et notre bonne veuve Carter s'est déjà attiré les soupçons avec son étalage. Il nota quelque chose dans son carnet. Mais il faut saisir l'opportunité. Quelqu'un l'a-t-il vu près de l'urne? Plusieurs voix se contredisent. Mademoiselle Hartnell jura avoir vu Madame Carter rôder autour d'elle. Madame Bantry protesta qu'elle se trouvait déjà sur la pelouse à ce moment-là. L'inspecteur appuya lourdement sur son crayon, mais Mademoiselle Marple remarqua le peu d'efforts qu'il faisait pour démêler les contradictions. Miss Marple, sans lever les yeux de ses aiguilles, s'aventura avec douceur. « Bien sûr, inspecteur, on peut se demander qui a servi le thé de M. Sims. Ce n'est pas toujours celui qui est le plus près de l'urne, vous savez. Les gens aiment bien se servir les uns les autres, surtout lors de réunions. Une petite politesse, mais qui peut en dire long. » Crail repoussa la remarque d'un hochement de tête bref, mais le docteur Highcroft leva brusquement les yeux, comme si cette pensée l'avait piqué. Dans tout le village, les détails continuaient à faire surface. Quelques jours auparavant, M. Sims s'était disputé avec le vicaire au sujet de l'allocation des fonds de charité. Il avait accusé Mme Price Ridley d'avoir gonflé les comptes de la chorale. Il avait menacé de dénoncer la gestion douteuse des abonnements à l'école du dimanche par Mademoiselle Hartnell. Même Madame Bantry, habituellement irréprochable, avait rougi lorsqu'on avait évoqué les insinuations d'Harold au sujet du fonds de livres. Chaque nouvelle rumeur révélait un nouveau mobile potentiel, et pourtant aucun ne semblait totalement convaincant. Les motivations étaient assez nombreuses, mais les opportunités, elles, étaient plus subtiles. Cet après-midi-là, Miss Marple parcourut lentement le cimetière, où elle rencontra Madame Carter en personne, impeccablement vêtue de noir de deuil, bien que son veuvage datait de 6 mois. Le cercueil était introuvable, mais le calme de la veuve semblait aussi impeccable que le bois l'avait été. « J'espère que vous n'êtes pas trop affligée, Madame Carter, » dit doucement Miss Marple. Les yeux de la veuve clignent. « On ne peut s'empêcher d'être affligé, Miss Marple, quand la mort s'immisce si brutalement dans la vie du village. Mais il faut la supporter. J'ai supporté pire. » Elle pinça les lèvres, puis ajouta « Monsieur Sims n'a pas été tendre avec moi. Il s'opposait à ce que ma souscription soit acceptée par la guilde. Ces veuves devraient rester discrètes jusqu'à ce qu'elles aient prouvé leur respectabilité. Mais sa voix s'était sûrement durcie. Cela ne signifiait pas que je souhaitais sa mort. » Miss Marple inclina la tête. « Bien sûr que non. Pourtant, les mots peuvent le blesser autant que les actes. On le sous-estime parfois. » La veuve se détourna, sa main gantée effleurant la pierre froide d'une stèle funéraire, et un léger frisson la parcourut. Miss Marple repensa à la serrure polie du cercueil et à la façon particulière dont Madame Carter l'avait touché, comme rassurée par sa solidité. Ce soir-là, alors que le crépuscule tombait sur St. Mary Mead, les rumeurs s'assombrirent. Quelqu'un prétendit que Harold Sims avait été vu en train de se disputer avec un jeune homme près de la ruelle, un inconnu peut-être, ou un commerçant lésé. Un autre affirma que Madame Carter avait commandé une quantité inhabituelle de laudanum au pharmacien des semaines auparavant, bien que le pharmacien, pressé de répondre, nia fermement. Miss Marple, tout en écoutant tout cela, assise à son tricot, songea que la vérité était comme sa laine, un simple fil, facilement perdu dans les nœuds, mais reconnaissable une fois détaché. Le cercueil, la tasse de thé, les ressentiments murmurés, tout cela n'était que des fils. Le motif n'était pas encore clair, mais il se formait, et lorsque l'inspecteur Crail arriva à sa porte le lendemain matin, ce papier en main, l'expression partagée entre irritation et curiosité, Miss Marple l'attendait déjà. Je l'attendais déjà. Miss Marple posa son tricot avec un léger sourire, tandis que l'inspecteur Crail s'éclaircissait la gorge.
Vous avez la réputation, Miss Marple, dit-il, debout, maladroitement, dans son petit salon bien rangé, de remarquer des choses que les autres ne remarquent pas. Je ne dis pas que j'ai besoin d'aide, c'est une affaire de police, mais vous entendez des ragots. Et les ragots, dans ces villages, peuvent être révélateurs. Miss Marple inclina modestement la tête. On fait de son mieux, inspecteur. Mais les ragots, vous savez, c'est un peu comme des graines de pissenlit portées par le vent, qui poussent dans les recoins les plus reculés. La difficulté est de discerner quelles poussent ont de vraies racines. Crail grogna et s'assit au bord d'une chaise. Le problème, c'est que la moitié de vos voisins se sont disputés avec Harold Sims. Un homme trop porté à fouiner dans les affaires des autres. Mon supérieur s'attend à une arrestation prochaine et la suspecte évidente. Eh bien, la veuve Carter ne se facilite pas la tâche. Miss Marple croisa les mains. Le cercueil, vous voulez dire? Exactement. Une femme qui apporte un cercueil à une fête. Morbide, dérangée, peut-être même pleine de ressentiment. Sims était connue pour ricaner devant sa conduite, suggérant que la mort de son mari n'était pas ce qu'elle semblait être. Si elle s'était mise en tête de le faire taire, je ne serais pas surprise. Miss Marple, d'un ton doux, dit « Mais l'amertume seule mène rarement au meurtre, inspecteur. Il faut aussi l'opportunité et l'ingéniosité d'agir discrètement. » Crail fronça les sourcils. « Et tu crois qu'elle n'en a pas ?»« Je crois, » dit doucement Miss Marple, « que lorsqu'on entreprend une action maléfique, on s'en vante rarement aussi ouvertement. Un cercueil vide est un geste trop criard pour une main coupable. » L'inspecteur marmonna quelque chose à propos de notions psychologiques, mais n'insista pas. Il demanda sèchement « Et qui d'autre ? Qui a servi le thé à Sims ?» C'était une question légitime. Miss Marple se souvenait des bousculades autour de l'urne, des assiettes de scones, de la courtoisie désordonnée des villageois, pressant leurs tasses les uns contre les autres. « Si je me souviens bien, » dit-elle pensivement, « c'est Madame Price Ridley qui lui a mis la tasse dans la main. Elle est fière de son hospitalité. » Les sourcils de Crail se haussèrent. « C'est intéressant. Le mois dernier, Sims l'accusait d'avoir détourné les fonds de la chorale. Il lui avait dit qu'il vérifiait les comptes. Si elle glissait quelque chose dans son thé. » Miss Marple hocha simplement la tête, bien qu'elle remarquât l'empressement de l'inspecteur. Les apparences, songea-t-elle, étaient si faciles à prendre pour des preuves. Cet après-midi-là, le village était en émoi. Madame Price Ridley, offensée, clame son innocence à qui voulait l'entendre. Je lui ai servi du thé, certes, mais seulement parce qu'il m'a tendu sa tasse en aboyant que l'urne était trop lente. S'il était empoisonné, c'était fait avant que je n'y touche, et je le dirai à l'inspecteur en personne. Pendant ce temps, mademoiselle Hartnell avait sa propre certitude. C'était madame Bantry, annonça T.L. sur la balance du marchand de légumes. Oh oui, elle se donne des airs raffinés, mais Sims savait des choses sur ses parties de cartes nocturnes et sur le fait que certains commerçants n'étaient jamais payés. Il menaçait de le révéler. Croyez-moi, elle avait autant de motivation que n'importe qui. Madame Bantry, apprenant cela, blêmit et se confia à Miss Marple plus tard dans la soirée. « Ce sont des ragots infâmes, Jane. » Oui, Arthur et moi avons reçu un peu plus de monde que d'habitude, mais rien d'inconvenant. Pourtant, Harold avait le don de déformer les choses. S'il était allé trouver l'évêque avec ses compteurs, nous aurions été humiliés. Elle se tord les mains. Tu crois que personne n'y croit vraiment, hein? Miss Marple la rassura, même si elle en prit note mentalement. Apparence contre respectabilité, cet équilibre pesait lourd dans l'esprit de chaque villageois. Le lendemain, l'inspecteur Crail convoqua Madame Carter au presbytère pour l'interroger. La veuve arriva la tête haute, mais ses mains gantées étaient trop serrées. « Vous n'aimiez pas M. Sims » dit Crail d'un ton neutre. « Je l'ai trouvé indélicat » répondit Madame Carter.
mais je n'ai pas pour habitude de tuer des hommes, simplement parce qu'ils m'insultent. Vous avez apporté un cercueil à un bazar de charité. J'ai apporté un symbole, corrigeait-elle, les yeux pétillants. Un rappel que la vie est courte et la mort inévitable. Si le village choisit d'interpréter cela autrement, ce sera sa propre superstition. Miss Marple, présente sous couvert d'offrir du thé, remarqua que la voix de la veuve ne faiblissait que lorsque l'inspecteur mentionna l'urne. Ce seul mot dessine une ombre sur son visage, vive mais révélatrice. Lorsque Madame Carter partit, l'inspecteur Crail murmura « évasif ». Elle en sait plus qu'elle ne veut bien l'admettre, mais c'est aussi le cas de la moitié de cette paroisse. Miss Marple, sirotant son thé, ne dit rien. Elle se souvenait du cliquetis d'une serrure près du portail de l'église, de l'éclat du vernis sur le fermoir d'un cercueil. Des symboles, certes, mais parfois, ils étaient choisis avec trop de soin. Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Miss Marple s'arrêta à sa fenêtre. De l'autre côté du chemin, elle vit Madame Price Ridley rentrer précipitamment, le visage crispé et tiré. D'une autre direction arrivait le docteur Highcroft, se dirigeant rapidement, presque furtivement, vers la pharmacie. Et, à l'ombre de l'if, près du cimetière, la silhouette de Madame Carter s'attardait, la tête penchée, comme en communion chuchotée avec le cercueil qu'elle avait si effrontément exposé. Le village, pensa Miss Marple, se refermait sur lui-même, les secrets se resserrant comme des nœuds dans sa laine. L'inspecteur pourrait bien s'en prendre à la veuve, ce qui lui offrirait une réponse facile. Mais la nature humaine était rarement aussi complaisante. Et alors même qu'elle se détournait de la fenêtre, le bruit de pas précipités résonna dans le chemin qui s'approchait de son chalet, apportant avec eux des nouvelles qui compliqueraient encore davantage le schéma. Des nouvelles qui compliqueraient encore davantage la situation. Les pas précipités étaient ceux du jeune Tommy Pierce, le fils du bedeau, le visage rouge de peur et d'importance lorsqu'il frappa à la porte de Miss Marple. « S'il vous plaît, mademoiselle, ma maman m'a dit de vous dire que l'inspecteur est venu chercher le cercueil. » Il a pris une grande inspiration. Il a disparu. Il a disparu du jardin de Madame Carter. Miss Marple posa sa tasse de thé avec un léger clic. Disparu? Tommy hocha vigoureusement la tête. Elle le maintenait contre le mur extérieur, mais ce soir-là, il n'était plus là. Juste la marque dans l'herbe où il se trouvait. Et elle était au bord des larmes, disant qu'on le lui avait volé. En moins d'une heure, la nouvelle se répandit plus vite que les jambes de Tommy ne pouvaient la porter. Le cercueil vide de la veuve, pièce maîtresse grotesque du bazar, avait disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu. Certains murmuraient que c'étaient les villageois qui protestaient contre son manque de goût. D'autres, plus superstitieux, murmuraient des présages. Mais pour l'inspecteur Crail, l'affaire était sérieuse. Des preuves effacées, grommela-t-il, lorsque mademoiselle Marple arriva au presbytère pour apporter un lot de brioches au raisin, une simple tentative de détruire ce qui pouvait être incriminant. Miss Marple, d'un ton doux, fit remarquer que « on ne peut pas vraiment empoisonner un cercueil, inspecteur. » « Peut-être pas, » admit Crail à contre-cœur. « Mais pourquoi l'enlever, à moins qu'il ne cache quelque chose? Cette nuit-là, les spéculations allaient bon train. Madame Price Ridley affirme que le cercueil avait été emporté par Madame Carter elle-même, pour dissimuler les preuves de sa culpabilité. Mademoiselle Hartnell affirme qu'il était l'œuvre de jeunes malicieux. Madame Bantry suggéra sombrement qu'il avait été enterré et que Dieu sait ce qu'il pouvait bien contenir. Miss Marple écoutait, classant leurs paroles. Les symboles, pensait-elle, gagnent en puissance non pas parce qu'ils étaient, mais parce que les autres croyaient en eux. Un cercueil vide pouvait être interprété comme une moquerie, un avertissement ou un bouclier. Sa disparition pouvait n'être qu'un simple méfait,
mais elle pouvait aussi signifier que quelqu'un craignait ce qu'une inspection plus approfondie révélerait. Le lendemain matin, l'inspecteur interrogea à nouveau le docteur Highcroft, l'insistance sur la possibilité d'un empoisonnement. Le médecin, visiblement inquiet, admit que les symptômes sont compatibles avec une digitaline, des irrégularités cardiaques et un collapsus soudain. Mais je ne peux le prouver sans une analyse approfondie. Et je n'en ai pas administré à M. Sims, ni prescrit récemment. Quelqu'un du village, cependant, y avait peut-être accès. La digitaline est assez courante dans les jardins. Vous savez, Miss Marple, ces aiguilles flamboyantes, songea aux bordures du vicaire, lourdes de digitales violettes se balançant comme des clochettes. Inoffensive à admirer, mortelle, si mal utilisée. Apparence contre vérité cachée, encore une fois. Pendant ce temps, les soupçons envers Madame Price Ridley s'intensifient. Plusieurs villageois se souviennent de la fermeté avec laquelle elle avait insisté pour mettre la tasse dans la main de Sims. D'autres murmuraient que ses comptes étaient irréguliers et que Sims avait menacé de la dénoncer devant le conseil paroissial. Son acerbité et ses manières brusques n'atténuaient guère l'impression. Mais un autre murmure surgit, plus discret, plus dangereux. On disait que Harold Sims avait laissé un mot glissé dans le registre de son marguillier, faisant allusion à des détournements de fonds et à des comportements inconvenants. Le registre lui-même, cependant, avait disparu. L'inspecteur Crail s'en saisit avec satisfaction. Un mobile suffisant pour la moitié du village. Celui qui avait dérobé ce registre avait quelque chose à cacher. Miss Marple observa doucement curieux. N'est-ce pas que 2 objets disparaissent, sitôt après le décès? Le cercueil et le registre. Tous deux vides en un sens, et pourtant tous deux capables de contenir des secrets. L'inspecteur fronça les sourcils. « Vous pensez qu'ils sont liés ?»« Je pense, » répondit doucement Miss Marple, « que les gens confondent souvent dissimulation et sécurité. Mais parfois, en cachant quelque chose, ils le mettent en évidence. » Cet après-midi-là, elle flâna dans le cimetière, s'arrêtant près de l'if où elle avait, autrefois, aperçu Madame Carter veillant à voix basse. Là, à moitié enfouie dans l'herbe, elle remarqua quelque chose de petit. Un éclat de bois verni, sombre et lisse, avec un léger reflet de cirage. Elle le glissa dans son mouchoir, l'air indéchiffrable. Plus tard, elle s'est assise avec Dolly Bantry autour d'un thé, et la conversation a tourné comme elle musto Harold Sims. Dolly baissa la voix. « Jane, il y a quelque chose qu'Arthur a dit que je ne devrais pas répéter. Mais bon, Harold lui a laissé entendre que le premier mari de Madame Carter n'était pas mort aussi proprement qu'elle le prétend. Il y avait des dettes, Jane, des dettes hideuses et des rumeurs de cruauté. Si Harold l'avait bien dit à voix haute, tu comprendrais la situation. » Miss Marple avait très bien vu. Les apparences, la respectabilité, la soif de maintenir que de telles forces pouvaient déformer le comportement humain et lui donner des tournures dangereuses. Le soir venu, les rumeurs avaient pris une ampleur considérable. Madame Carter restait sous le choc. Madame Price Ridley était soupçonnée, le docteur Highcroft inquiet, Madame Bantry sur la défensive. Et, se faufilant entre les deux, ils firent disparaître le cercueil et les ombres, semblables à des livres de contes, projetés par des mains invisibles. Miss Marple était assise tranquillement à sa fenêtre, regardant le crépuscule tomber. De l'autre côté de la rue, elle aperçut une silhouette se précipitant vers le presbytère. L'inspecteur Crail gara sa voiture à plat ventre, le pas pressé. Quelques instants plus tard, on frappa à sa porte. « Mademoiselle Marple, dit-il sans préambule, a fait une découverte à la sacristie de l'église. Vous feriez mieux de venir immédiatement. Vous feriez mieux de venir immédiatement, » avait dit l'inspecteur Crail d'une voix pressante, presque haletante, et Miss Marple n'avait pas perdu de temps.
Elle le suivit dans le chemin sinueux menant à l'église, l'air frais du soir sur ses joues, son esprit triant déjà les fils qu'elle avait rassemblés le cercueil, le registre, les murmures de dettes et de ressentiments, et l'éclat scintillant qu'elle avait trouvé dans l'herbe. À l'intérieur de la sacristie, l'atmosphère était feutrée mais tendue. Debout devant une petite table, le docteur Highcroft examinait une liasse de papier, les sourcils froncés. Le registre manquant avait été retrouvé caché derrière un panneau mural, comme si quelqu'un avait voulu le dissimuler mais le retrouver. Ses pages étaient intactes, mais on y trouvait des notes, de légers traits de crayon, et quelques entrées soulignées avec une insistance presque imperceptible. La voix de l'inspecteur Cray était brusque. Celui qui avait caché cela avait l'intention de le récupérer. Il ne fallait pas qu'il soit découvert par des yeux mal intentionnés. Miss Marple se pencha, remarquant le léger tremblement des doigts du docteur Highcroft lorsqu'il souleva le registre. « Curieuse », murmura-t-elle. Les écritures concernant le fond de la chorale sont précises, mais de légères traces laissent penser que quelqu'un y a peut-être fait référence récemment. Pas Harold, pas hier, mais une autre main. Peut-être Madame Price Ridley, suggéra Crail, les yeux plissés. Peut-être, dit Miss Marple d'un ton léger, mais peut-être quelqu'un voulait-il induire en erreur. On se cache souvent en pointant du doigt quelque chose d'autre. À ce moment-là, la porte s'ouvrit et Madame Carter entra, l'air calme, mais le regard légèrement tendu. « J'ai entendu dire, dit-elle doucement, que le registre avait été retrouvé. »« Oui, » répondit Creel, le regard fixé sur elle. « Et nous devons vous demander, Madame Carter, êtes-vous au courant de sa disparition ?» Les mains gantées de la veuve se crispèrent sur le bord d'un banc. « J'ai simplement constaté sa disparition après le bazar. Je ne l'ai ni touchée ni déplacée. Je n'avais aucune raison de le faire. » Miss Marple l'observa attentivement, remarquant un léger tressaillement au coin de sa bouche, la façon dont son regard se posait sur les ombres des étagères de la sacristie. Les gens en disaient plus par leur silence que par leur dénégation. Le docteur Highcroft, s'éclaircissant la gorge, ajouta « Il y a autre chose. L'éclat de bois verni trouvé par Miss Marple ce matin correspond au poli du cercueil. Quelqu'un a tenté de retirer, ou peut-être de démonter, le cercueil. Ce n'est pas une mince affaire, et cela suggère l'urgence de dissimuler ce qui aurait pu se cacher à l'intérieur ou en dessous. » Le sang-froid de Madame Carter vacilla, l'espace d'une fraction de seconde. « Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un pourrait faire une chose pareille. Ce cercueil était purement symbolique. » Miss Marple inclina la tête. Les symboles ne sont jamais purement ce qu'ils paraissent. On leur attribue une signification, consciemment ou inconsciemment. Un cercueil peut représenter la mortalité, certes, mais aussi le secret, la peur ou la culpabilité. L'inspecteur a noté quelque chose dans son carnet. Alors, qui y avait accès? Miss Marple laissa son regard parcourir la sacristie, s'arrêtant sur les figures familières du village, le docteur Highcroft, la nerveuse et méticuleuse Madame Price Ridley, la bouche pincée et astucieuse de Madame Bantry, rouge et agitée, et Madame Carter, sereine mais crispée. Chacune portait en elle des motivations, des griefs mineurs, des ressentiments tenaces ou le désir de préserver les apparences. « Voyez-vous, » poursuivit Miss Marple d'une voix douce mais posée, « quand la nature humaine est en jeu, l'explication la plus simple est rarement la plus vraie. Le registre et le cercueil étaient tous deux destinés à être vus, mais peut-être pas par les yeux qui les ont vus. Quelqu'un a cherché à obscurcir la vérité sans se révéler. » La voix de Madame Bantry tremblait. « Tu parles de quelqu'un du village, Jane ?» Miss Marple hocha la tête. « Souvent, Dolly, celui qui tire profit du secret est celui qui manipule le plus les apparences. Ce n'est peut-être pas ce qu'on voit, mais ce qu'on nous fait voir qui est important. »
Un coup soudain à la porte de la sacristie attira l'attention de tous. C'était M. Colin Fenn, l'épicier du coin, un homme aux manières douces, mais à l'observation perçante. Il tenait à la main un petit paquet enveloppé dans du papier kraft. « J'ai trouvé ça dans mon cellier », dit-il à voix basse. « J'ai trouvé étrange que quelqu'un l'ait laissé là. Je n'y ai touché qu'à votre arrivée. » Miss Marple prit le paquet avec précaution. À l'intérieur se trouvait un journal intime, dont la couverture en cuir était rayée et usée, et dont les pages étaient écrites avec soin. Un coup d'œil révéla des entrées mentionnant Harold Sims, le grand livre et les contes de l'Église, mais aussi des allusions à des querelles, des visites nocturnes et des menaces voilées. La mâchoire de Crail se crispa. Une autre pièce du puzzle. Maintenant, les motivations s'alignent sur les opportunités et la toile devient vraiment emmêlée. Madame Carter restait immobile, les mains gantées et jointes, mais une légère trace de sueur sur son front trahissait sa tension. Miss Marple le remarqua, ainsi que le regard nerveux de Madame Bantry, vers la porte et le léger frémissement des doigts de Madame Price Ridley sur sa jupe. « Il y a plus », dit doucement Miss Marple, baissant la voix pour que seules les personnes présentes puissent l'entendre. Dans le journal, il est fait mention d'une dispute, consignée comme si l'auteur souhaitait préserver le souvenir d'une colère. Et dans ce souvenir, une promesse de protection est faite à quelqu'un, une assurance de dissimulation. Ce journal confirme ce qui a été suggéré ailleurs. Certains habitants de St. Mary Mead gardent leur secret avec ferveur. L'inspecteur griffonne furieusement, son regard scrutant les villageois. Alors, le coupable devait être quelqu'un qui craignait d'être démasqué et avait accès à ces objets, le registre, le cercueil et peut-être même la tasse de thé. Miss Marple regarda calmement autour d'elle. En effet. Et pourtant, la vérité se révèle rarement par la seule accusation. On se trahit par ce qu'on néglige, ce sur quoi on insiste et la façon dont on réagit quand on touche à ses secrets. La question est, inspecteur, lequel d'entre eux a laissé ses actes parler pour lui? Alors que la sacristie s'installe dans un silence gêné, le regard de Miss Marple capta, une fois de plus, la faible lueur du vernis provenant du tesson qu'elle avait trouvé. Un petit indice, facilement négligé, mais significatif, pointant vers les mains qui avaient manipulé le cercueil et par extension le registre. Dehors, le village semblait retenir son souffle, inconscient de la tempête de révélations qui se déchaînait derrière les murs de l'église. Le journal, le tesson et le registre avaient été soigneusement rassemblés dans le bureau du presbytère, mais le malaise à St. Mary Mead était loin d'être dissipé. La nouvelle des découvertes se propageait plus vite que le vent printanier dans les ruelles du village. Les ragots avaient désormais du mordant, et le regard de chaque habitant exprimait une suspicion, même là où il n'y en avait pas auparavant. Miss Marple était assise tranquillement dans un coin du bureau, observant l'inspecteur Cray. Le fer laissant pas. « Vous avez apporté les artefacts », dit-elle doucement, mais il semble que le village veuille semer le chaos. J'espère que vous avez remarqué les réactions subtiles, les petites hésitations, les faux pas involontaires. Crail s'arrêta en plein pas, ajustant son carnet. Oui, le registre confirme les motivations, le journal intime laisse entrevoir des secrets, et l'éclat suggère une falsification. Mais je ne vois pas encore de lien direct. À cet instant, la porte grinça et le docteur Haycroft entra, portant un petit paquet enveloppé de lin. « J'examinerai l'urne utilisée au bazar, » dit-il prudemment, « et j'ai trouvé des traces de digitaline, comme on pouvait s'y attendre. Mais il y en a plus. » Un petit mot plié, glissé sous la poignée. Miss Marple inclina la tête. « Un mot. Oui. Il ne porte aucune signature, mais son contenu est intrigant. » Il le lui tendit.
Le papier était fin, presque translucide, et l'écriture petite et précise. Il est préférable de ne pas toucher à certaines vérités. Observe attentivement le cercueil. L'inspecteur fronça les sourcils. Menace ou avertissement? Celui qui a laissé ça sait qu'on est tout prêt. Miss Marple le lut avec le calme de quelqu'un habitué aux énigmes. Ou souhaite nous le faire croire. Observez comment les gens communiquent non seulement par des mots, mais aussi par des suggestions. Quelqu'un cherche à détourner l'attention et, ce faisant, révèle quelque chose de bien plus révélateur que la note elle-même. La veuve Carter, convoquée une fois de plus, se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, les mains jointes, les lèvres pincées. Lorsque Crail mentionna le mot, son regard se porta vers le coin de la pièce où reposait le petit éclat de bois, intact. « Je n'ai aucune idée de qui a bien pu écrire cela, » murmura-t-elle, bien que la légère rougeur qui lui montait aux joues trahît son effort de dissimulation. Madame Bantry, venue pour ce qu'elle prétendait être un soutien moral, n'était pas aussi subtile. Vraiment, Jane, il faut être prudente. Les villageois murmurent d'autres tensions. Monsieur Sims avait menacé de révéler des affaires depuis longtemps enfouies. Pas seulement financières, mais personnelles. Ce mot pouvait-il être un avertissement de quelqu'un d'autre? Miss Marple hocha la tête. Oui, Dolly. Et c'est là que réside le danger de la confusion. Lorsqu'un nouvel élément entre en scène, il détourne l'attention des vérités plus subtiles. L'œil humain est facilement trompé par le spectacle. La frustration de Crail grandit. Alors, que proposez-vous? Il y a trop de possibilités. N'importe lequel d'entre eux aurait pu agir, et n'importe lequel pourrait tenter de les distraire pour se protéger ou protéger autrui. Miss Marple se tenait debout, pliant son tricot. On observe la réaction de chacun face à l'évolution de la situation. On observe leur réaction lorsqu'on leur rappelle les objets, le registre et le journal. La vérité tend à émerger, non pas dans ce que les gens insistent, mais dans ce qu'ils ne peuvent s'empêcher de révéler gestes subtils, regards fugaces, la tension des mains au repos. Comme par magie, la porte s'ouvrit à nouveau et Madame Price Ridley entra, serrant une liasse de papier. Son visage était pâle et elle semblait essoufflée. « J'ai trouvé quelque chose dans les registres paroissiaux, » balbutia-t-elle. « Une série d'écritures qui ne correspondent pas au paiement et au reçu du grand livre. Peut-être que l'inspecteur les trouvera-t-il utiles. » Crail s'empare des papiers. Effectivement, il pouvait clarifier les choses ou les compliquer davantage. Il jeta un regard perçant à Madame Price Ridley, dont les mains tremblaient, trahissant la tension même qu'elle tentait de masquer. Miss Marple observait en silence. Chaque villageois portait des secrets, mais chacun portait aussi des signes révélateurs, lorsque ces secrets étaient remis en question. Le contenu du registre, le tesson, le journal, la note formaient un réseau de motivations humaines, mêlées à la peur, à l'orgueil et à l'instinct de survie. Puis, comme pour appuyer ses propos, un domestique entra précipitamment, remettant un télégramme à l'inspecteur. Il l'ouvrit et lut à voix haute. Un autre incident. La théière de la cuisine du presbytère avait été manipulée. Aucune blessure, mais des traces de digitaline ont été trouvées. Enquête en cours. Un murmure collectif parcourt la salle. Le regard de Miss Marple s'aiguisa. La tentative délibérée de ce deuxième acteur de suggérer une falsification continue était un geste calculé. Il attisa les soupçons, élargit le réseau de tromperie et menaça d'induire les enquêteurs en erreur. Le deuxième incident, dit Miss Marple à voix basse, presque pour elle-même, est rarement une coïncidence. Il s'agit souvent d'une mise à l'épreuve ou d'une tentative de renforcer le pouvoir contre l'innocent. Celui qui a commis cet acte sait comment les soupçons peuvent se propager et comment la peur peut être instrumentalisée
Crail fronça les sourcils. Ainsi, le premier acte, la mort, le registre, le cercueil, n'étaient que le début. Le coupable continue d'agir, semant délibérément la confusion. Exactement, approuve Miss Marple. Et dans cette confusion réside la vérité, attendant silencieusement le moment où elle se révélera par erreur, par excès de confiance ou par un geste trop subtil pour être dissimulé. Elle se tourna vers les villageois rassemblés. « Observez attentivement, inspecteur. Observez la réaction de chacun face à ces nouveaux développements. Certains se crispent sous l'œil attentif, d'autres hésitent. Une seule de ces réactions vous guidera plus loin que toutes les conjectures et rumeurs réunies. » Dehors, le crépuscule s'épaississait, projetant de longues ombres sur le cimetière. L'air était immobile, mais lourd d'attente. Le regard perçant de Miss Marple capta, l'espace d'une seconde, un mouvement dans le chemin, une silhouette se glissant silencieusement vers le presbytère, prudente et posée. Quelqu'un était revenu, et la tension du village semblait palpiter à chaque pas silencieux. Le deuxième acte avait commencé. La deuxième girl. La manipulation de l'urne avait plongé le presbytère dans un silence tendu. L'inspecteur Crail se déplaçait d'un pas vif entre les pièces, interrogeant ceux qui se trouvaient près de la cuisine, du bureau ou du cimetière à ce moment-là. Mademoiselle Marple, assise tranquillement près de la fenêtre, observait l'interaction des nerfs et des gestes, notant les hésitations subtiles, les micro-expressions qui en disaient plus que n'importe quelle confession. « Jane, tu sembles calme, » murmura Dolly Bantry en entrant avec un plateau de thé. « J'ose à peine parler ici sans céder à la suspicion. »« Le calme est parfois le seul rempart contre le chaos, » répondit Miss Marple en versant le thé avec une grâce mesurée. Et pourtant, l'observation elle-même peut transformer ce rempart en miroir. Les gens se révèlent dans leur façon de réagir à l'examen. Crail apparut à la fenêtre, les sourcils froncés. « Je suis perplexe. Chaque indice s'en mène un autre, et pourtant personne n'avoue. La veuve Carter est posée, Madame Price Ridley sur la défensive, et Madame Bantry est troublée. Et le quelqu'un cherche délibérément à nous embrouiller davantage. » Les yeux de Miss Marple brillèrent. Il était peut-être temps de mettre les coupables à l'épreuve. Une situation subtile, conçue pour leur arracher la vérité par leur propre réaction. Crail avait l'air perplexe. « Un test, tu veux dire ? » Il ne s'agit pas d'un piège au sens conventionnel du terme, explique Miss Marple, mais d'une situation qui reproduit la scène originale, permettant l'observation de l'instinct. Les gens agissent, parfois irréfléchis, d'une manière qui trahit leurs intentions. Elle organisa une petite réunion dans la sacristie de l'église ce soir-là, officiellement pour examiner le registre et le journal intime, afin de s'assurer qu'ils étaient complets. Chaque suspect est invité à y assister, officiellement pour obtenir des éclaircissements. Madame Carter arrive à la première, d'une allure royale, les mains gantées jointes. Madame Price Ridley la suivit, l'air impatient à peine content. Madame Bantry s'attarda la dernière, débordante d'énergie nerveuse. Miss Marple déposa le tesson de bois, celui qu'elle avait trouvé près du cimetière, sur une petite table, à côté de l'urne utilisée au bazar. Elle laissa les objets capter la faible lumière, projetant de doux reflets sur les surfaces polies. « Regardez ces objets, » dit-elle doucement, curieux de voir comment des choses ordinaires peuvent avoir une signification qui dépasse leur propre portée. Les trois femmes les regardèrent tour à tour. Madame Bantry frissonna légèrement. Les mains de Madame Price Ridley se pressèrent sur ses genoux. Le regard de Madame Carter s'attarda, presque imperceptiblement, sur l'éclat, un léger tressaillement au coin de sa bouche trahissant sa tension. Miss Marple poursuit parfois. « Nous craignons ce qui est le plus apparent. D'autres fois, nous nous trompons en voyant le danger ailleurs. » Elle marque une pause, puis ajoute
Et pourtant, les objets eux-mêmes ne mentent jamais. C'est la main qui les a touchés qui raconte l'histoire. Crail griffonne furieusement dans son carnet, notant les réactions. Mais c'était Miss Marple qui observait avec le plus d'acuité. Elle remarqua le mouvement brusque de Madame Carter, un ajustement subtil de ses gants, comme pour masquer une tache ou reculer quelque chose d'invisible. La respiration de Madame Price Ridley s'accélère légèrement, son regard se portant non pas sur l'urne ou le tesson, mais sur les ombres derrière eux. Madame Bantry lançait des regards nerveux à ses voisins, une mimique nerveuse trahissant un malaise plutôt qu'une culpabilité. Puis Miss Marple parla doucement, attirant l'attention sur le registre. Une écriture suggère un paiement pour des marchandises non comptabilisées ailleurs. Qui a bien pu manipuler ce registre, je me demande. Les doigts de Madame Carter frémissant, effleurant le bord de la table. « Je ne sais pas », dit-elle d'une voix tendue. Miss Marple laissa passer un moment de silence, fronçant légèrement les sourcils, avant de reprendre la parole. Curieux de voir comment les mains, lorsqu'elles sont nerveuses, ont tendance à révéler des secrets. Observez, inspecteur, certaines réactions sont involontaires, presque instinctives. C'est alors que la subtile vérité apparut. Madame Carter, assise près du tesson, posa sa main gantée dessus avec une délicatesse presque respectueuse. Ses doigts s'attardèrent trop longtemps, pressant d'une manière qui semblait superflue. Le regard de Mademoiselle Marple s'aiguisa. Ce micro-geste, le léger frémissement du bord du gant, le tremblement de l'articulation suffisaient. La main avait touché le cercueil lorsqu'on l'avait déplacé. Non pas pour l'exposer, non pas par accident, mais délibérément. Crail se pencha en avant. « Tu es sûr ?» Miss Marple hocha doucement la tête. « L'observation, inspecteur, est parfois plus précise que l'aveu. Le coupable ne peut s'empêcher de faire ce qu'il veut, la main qui a agi inconsciemment répète ses mouvements face au souvenir de l'acte. Et dans cette répétition, la vérité se révèle. » Madame Carter retint son souffle et baissa les yeux. « Je l'ai fait », murmura-t-elle, sa voix presque perdue dans l'obscurité de la sacristie. « J'ai déplacé le cercueil, j'ai caché le registre. Je ne voulais pas lui faire de mal, seulement l'empêcher de dire ce qu'il aurait pu dire. » Le silence retombe dans la pièce. Même Crail, habitué aux interrogatoires brusques, observa la veuve avec une compréhension nouvelle. Elle avait agi par peur, par désir de contrôle et par instinct de protéger sa dignité, et non par malveillance. Pourtant, en essayant de préserver les apparences, elle avait créé la chaîne d'événements qui avait conduit à la mort d'Harold Sims. Miss Marple se leva lentement. Parfois, les morts ne peuvent parler, tandis que les vivants révèlent tout par des gestes trop discrets pour être remarqués. Et les objets, autrefois symboliques, nous ont conduits à la vérité qu'ils étaient censés dissimuler. Dehors, les ombres du soir s'épaississent, le village retenant encore son souffle. Dans la sacristie, un équilibre délicat de peur, de soulagement et de révélation s'installe doucement, tel un tissu lissant un enchevêtrement de secrets. Madame Carter était assise, raide, dans la sacristie, les mains gantées, croisées sur ce qui lui restait de sang-froid, tandis que les villageois et l'inspecteur Crail la regardaient avec un mélange de curiosité et de jugement mesuré. Miss Marple, tricotant en pause sur ses genoux, commença à parler de son ton calme et mesuré, attirant l'attention de la salle. « Maintenant que nous avons observé les réactions de chaque personne, » commença-elle, et en examinant les objets, le registre, le tesson de bois, l'urne et le journal, il est possible de voir comment les événements se sont déroulés. Elle marque une pause, croisant le regard de Madame Carter et remarquant le léger tremblement de ses doigts gantés. Harold Sims était un homme qui, malgré son attachement aux convenances, prenait plaisir à révéler les faiblesses cachées des autres. Nombreux étaient ceux qui nourrissaient des griefs contre lui, mais un seul les exauçait d'une manière qui perturbait les apparences.
L'inspecteur Crail se pencha en avant, son crayon à la main. « Allez, Miss Marple. Le registre, poursuit-elle, avait été dissimulé non pas pour détruire les preuves d'un acte répréhensible, mais pour dissimuler des informations que le coupable craignait que Sims ne révèle. Le cercueil, d'abord pris pour une simple excentricité, était en réalité le symbole d'une tentative d'avertir, de tromper et peut-être de protéger. L'éclat de bois verni, abandonné à la hâte, trahissait la main qui l'avait déplacé. Observez comme Madame Carter l'a touché ce soir, presque instinctivement, presque avec révérence. De tels gestes sont rarement délibérés lorsqu'on est innocent. Les yeux de la veuve clignèrent à ces mots, ses lèvres se pinçant comme pour empêcher des mots qui pourraient trahir une plus grande culpabilité. Le journal, poursuivit Miss Marple, et la note trouvée dans l'urne témoignent d'une conscience de l'observation. Quelqu'un a tenté de détourner les soupçons, de manipuler les interprétations d'autrui et de tester les réactions de son entourage. Pourtant, dans ses efforts, il s'est révélé. Le regard de Crail était fixé sur Madame Carter. « Êtes-vous en train de dire que c'était elle qui déplaçait les objets, tentant de cacher des informations ?»« Oui, » répondit Miss Marple d'une voix douce mais résolue. Madame Carter, par crainte d'être exposée et soucieuse de préserver les apparences, fit ce qu'elle jugeait nécessaire. Elle déplaça le registre, dissimula le cercueil, créant involontairement des circonstances qui laissèrent que les soupçons se développaient ailleurs. La pièce était plongée dans un silence tendu, ponctué seulement par le frottement des papiers et quelques toux. Même Madame Bantry, rouge d'anxiété, reconnaissait les subtils changements de posture de Madame Carter, ses micro-gestes de culpabilité à la fois avoués et contenus. « Voyez-vous, » dit Miss Marple en se tournant légèrement vers l'inspecteur, « ceux qui agissent pour dissimuler plutôt que pour nuire sont souvent trahis non par des mots, mais par l'instinct. Les mains, les regards, les hésitations, tout cela en dit plus long que n'importe quel aveu. Les coupables ne peuvent se cacher complètement lorsqu'on leur rappelle leurs actes. Ainsi, grâce à la subtile orchestration de la soirée, la vérité fut révélée au grand jour. » Madame Carter baissa les yeux. « Je ne voulais pas le tuer, » murmura-t-elle. « Je voulais seulement éviter le scandale, me protéger, préserver ce qui me restait de dignité. Je ne voulais blesser personne. » Miss Marple hocha doucement la tête. « L'intention est une question de fragilité humaine. Le résultat, cependant, est inévitable. Vos actions, bien que motivées par la peur et le désir de dissimulation, ont contribué à la mort d'Harold Sims. La plume de l'inspecteur Cray le planait au-dessus de son carnet. Alors, le poison? La tasse de thé? Miss Marple expliqua que l'acte fatal était distinct de la dissimulation. Quelqu'un a exploité l'opportunité créée par ces manipulations. Pourtant, c'est l'interaction subtile entre dissimulation, diversion et réaction humaine qui permet d'identifier le coupable dans la séquence des événements. Les mouvements de Madame Carter, le soin avec lequel elle a manipulé le cercueil et le registre, et les gestes passés inaperçus aux observateurs non avertis, tout indiquait son implication dans la dissimulation et dans le réseau qui a permis à un second individu d'agir. Un murmure sourd parcourt les villageois, certains hochant la tête, d'autres étonnés. Le registre, le journal, le tesson, l'urne et le mot étaient autant de symboles d'un ensemble plus vaste d'outils par lesquels le caractère et l'erreur humaine se révélaient. Le regard de Miss Marple parcourut la pièce une dernière fois. Remarquez aussi que les apparences sont souvent trompeuses. La respectabilité, le calme et même le chagrin peuvent être préservés tandis que les actes masquent la vérité. Pourtant, de petits signes, presque imperceptibles, trahissent le passé, un tic, un regard, le contact persistant d'une main. Tels sont les fils qui tissent la trame de la réalité. La voix de Madame Carter, presque inaudible à présent, résonna.
J'ai agi pour éviter une honte que je n'avais pas prévue. Vous avez agi, madame, et les conséquences ont découlé naturellement de la fragilité humaine, répondit Miss Marple. Et le village doit maintenant accepter la vérité, aussi désagréable soit-elle, et laisser la justice suivre son cours. Dehors, les dernières lueurs du jour déclinaient, et de longues ombres s'étendaient sur le cimetière. Les villageois, désormais silencieux, subissent le poids de la compréhension. Même ceux qui n'étaient même pas directement impliqués avaient entrevu la frontière fragile entre les apparences et la vérité, entre la dissimulation et la révélation. Le regard de Miss Marple s'adoucit et elle emmagasina les derniers indices. Le test avait fonctionné et l'observation subtile avait révélé ce que les déclarations ne pouvaient révéler. À St. Mary Mead, le tissu des secrets avait été éclairé et le coupable avait été amené à avouer ses torts sans la moindre accusation inutile. Alors que l'inspecteur s'apprêtait à prendre des mesures officielles, la posture de la veuve se détend légèrement, la tension de ses mains gantées se dissipant. La vérité, désormais évidente, permet au village d'entamer un lent et hésitant processus de réflexion. Le matin suivant la révélation, le ciel était frais et clair sur St. Mary Mead. Les oiseaux chantaient doucement dans les haies, et une légère brise apportait le parfum de la terre fraîchement retournée des parterres du cimetière. La vie, comme souvent dans un petit village, s'écoulait à un rythme presque imperceptible, même si les échos des événements récents persistaient subtilement. Miss Marple, assise à sa table de cuisine, son panier à tricot à portée de main, observait le silence depuis sa fenêtre. De l'autre côté de la rue, la veuve Carter rapportait un registre emprunté au vicaire, la tête légèrement penchée, une démarche prudente et mesurée qui trahissait son effort pour garder son sang-froid. Madame Price Ridley, qui avait passé la soirée précédente en brève consultation avec l'inspecteur, s'occupait de ses rosiers, les mains tremblantes d'une tension résiduelle et peut-être d'un peu de honte. Madame Bantry se déplaçait d'un pas vif, tentant de reprendre ses occupations sociales avec une gaieté forcée qui ne parvenait pas à masquer l'anxiété qui persistait sous la surface. Le village avait repris ses habitudes, mais le rythme avait changé. Les ragots, toujours un bourdonnement persistant à St. Mary Mead, portaient désormais une note de prudence et de réflexion. Les propos, autrefois tenus librement sur Madame Carter, Madame Price Ridley et même feu Harold Sims, étaient tempérés par une méfiance née de la reconnaissance que les apparences, aussi posées soient-elles, pouvaient masquer la complexité, et les secrets, même mineurs, peuvent s'envenimer de manière invisible. Les pensées de Miss Marple se tournèrent vers les objets symboliques qui avaient dominé ces derniers jours, le cercueil, la tasse de thé, le registre, le tesson et le journal intime. Chacun avait servi de point focal à des vérités cachées, révélant le comportement humain avec plus d'éloquence que les mots ne le pourraient. Le cercueil vide, autrefois qualifié d'excentrique, avait permis de tester la réaction du village et la culpabilité instinctive de Madame Carter. Le registre et le journal intime avaient cartographié l'enchevêtrement complexe des motivations financières et personnelles. La tasse de thé, tachée et brisée, avait rappelé à tous que des objets ordinaires pouvaient avoir des conséquences extraordinaires. Le docteur Highcroft se présenta à sa porte cet après-midi-là, sa trousse médicale à la main, soi-disant pour discuter des petits maux des villageois, mais plus probablement pour s'assurer que l'ordre était rétabli. Il s'arrêta sur le seuil, croisant le regard calme de Miss Marple. « Il semble, dit-il lentement, que le village retrouve son équilibre, non sans cicatrices. » « Oui, acquiesça Miss Marple. Les gens ont appris que leurs actions, aussi prudentes ou dissimulées soient-elles, laissent des traces. L'esprit remarque ce que les yeux négligent souvent, et le caractère, comme vous le savez bien,
se révèle dans les plus petits détails. La veuve Carter passa plus tard, le pas plus assuré que la veille. Miss Marple remarqua l'ajustement délicat de ses gants, la manière subtile dont elle évitait certains regards et le doux hochement de tête qu'elle adressait en passant. La respectabilité, même affichée en apparence, pesait désormais sur elle. Miss Marple se leva et entra dans le jardin. Le soleil de l'après-midi réchauffait la terre, et elle huait les parfums mêlés de lilas et de roses, d'herbes printanières et de pierres humides. La normalité avait quelque chose de réparation, mais elle comprenait aussi les ombres qui persistaient dans le cœur des villageois. Certaines réputations avaient été discrètement altérées, certaines relations tendues, certains esprits aiguisés par la révélation de la vérité. Pourtant, comme toujours, la vie continue. Elle se dirigea vers le cimetière, s'arrêtant près de l'if où le tesson de cercueil avait été découvert. C'était un monument silencieux, non plus dédié à la mort, mais aux subtiles révélations de la nature humaine. Elle caressa légèrement le bois lisse, se remémorant le délicat jeu de peur, d'orgueil et d'instinct qui avait mené le mystère à sa conclusion. Un petit groupe de villageois se rassemblait près du presbytère, discutant à voix basse du bazar de charité, du grand livre retrouvé et du désormais célèbre cercueil. Des enfants jouaient à proximité, inconscients des leçons de morale complexes qui se déroulaient juste derrière leur champ de vision. La vie, avec ses merveilles ordinaires et ses drames discrets, continuait son cours, même à l'ombre de la tragédie. Miss Marple retourna à son cottage, ses aiguilles à tricoter claquant doucement une fois de plus. Elle songea que, si justice avait été rendue au sens propre, le véritable travail d'observation, la compréhension de la folie humaine, de l'orgueil et du secret, se poursuivrait comme toujours. On avait rappelé au village que les apparences peuvent être trompeuses et que la vigilance de l'esprit était aussi nécessaire que celle du cœur. Alors que le soleil commençait à décliner, projetant de longues ombres dorées sur les ruelles pavées, Miss Marple laissa son tricot de côté. Elle regarda le ciel s'assombrir de douces nuances de lavande et de rose, satisfaite que l'équilibre soit rétabli, même si ce n'est que délicatement. Le cercueil ne serait plus revu lors d'un rassemblement villageois, le registre avait retrouvé sa place, et les leçons, bien que subtiles, restent gravées dans la conscience tranquille de Sainte Marie, Mead. Ainsi, le village étant installé mais transformé à jamais, Miss Marple réfléchit à la nature durable de la fierté, de la peur et de la résilience humaine, à la façon dont les secrets, une fois exhumés, transformaient les vies, les relations et la compréhension. Elle s'autorisa un sourire tendre, consciente que l'observation, la patience et un esprit serein avaient une fois de plus apporté la clarté au chaos.